Ouais, c'est pourquoi? Je viens pour Comment Passant. Quoi ça? Comment Passant? CEP. Je connais pas, y a pas de ce nom là ici. Vous êtes sûr? C'est un super podcast, un podcast intelligent, drôle, sympa, qui ne prend pas ses auditeurs pour des cons. Écoute mon petit gars, ici y'a que des podcasts qui cartonnent, alors tu devrais te tirer. Salut les petits choux, ça va? Allez-y, entrez, je vous en prie, bonne soirée. Bon monsieur, faut partir maintenant, vous gênez l'accès. Mais elle, pourquoi vous la faites rentrer? Elle a 50 commentaires, 5 étoiles sur iTunes. Ah non, mais je croyais qu'il y avait de l'entrée dans notre podcast. Vous pouvez pas me faire ça, je dois trouver ce podcast. Casse-toi, pauvre con. C'est la loose. Ah super, il me manquait plus que ça. Petit. Qu'est-ce qu'il me veut le clodo là? Petit, tu cherches Comment Passant? Hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Comment Passant, CEP? CEP qui pète, qui court en passant. Vous le connaissez? Il y a des rumeurs. Des rumeurs qui disent quoi? Il serait parti. Quoi? Mais pourquoi? Il s'est fait des tas d'amis dans le podcast, pourquoi il laisserait tout tomber? Il y a des choses que je peux pas dire ici, on nous écoute. Mais non, il y a personne à part moi, je comprends pas. Pourquoi ce serait la fin de Comment Passant? Y'a personne qui écoute, petit. C'est faux, moi j'écoute. Ouais, t'inquiète pas, petit, ça va bien se passer. La rue Malbranche, près de l'université, tu connais, toi, t'as fait des études, Mais je vais faire quoi là-bas? Tête de cochon. Hein? Tête de cochon, je te le dis. Pas de m'insulter? Tête de cochon. Purée, il est flippant ce mec. Carrément craignos, c'est la loose. Peut-être que je finirai comme ça pour écouter des podcasts à la marge. Allô Jacques? Oui, allô. Tu connais la rue Malbranche, près de la Sorbonne? Je dois m'y rendre pour retrouver Comment Passant, tu voudrais pas venir avec moi? Non, c'est pas possible. Et si je te dis tête de cochon? Ah, il a raccroché. Allô Friedrich? Tu es déjà allé à la Sorbonne? Nein, ich bin nicht französisch, ich bin deutsch. Oui, mais tu pourrais venir avec moi, rue Malbranche, j'ai rencontré un clochard. Nein, ich bin in einem Zug. Dans un train? Tu vas où? Ich gehe zu Torino. Turin? Mais non, faut pas que t'ailles là-bas. Ich passiere in einem Tunnel, Entschuldigung. Allô Friedrich? Oh, ça a coupé. Bon bah, il va falloir que j'y aille tout seul. Alors je vais choper le métro là, ligne, je sais plus, ligne 10, ça devrait être bon. Bonjour mesdames et messieurs, non je ne fais pas la mendicité, je viens vous prévenir d'un grand danger qui vous guette. Toute l'humanité est en péril, vous courez à votre perte. J'ai entendu hier une rumeur qui disait que la Terre allait finir comme une étuve. Une étuve. Qu'est-ce que c'est déjà ça? Un fruit, un légume? Moi j'ai cru qu'on parlait d'une endive. La Terre devenir une endive, vous imaginez? Bon, vous y comprenez sûrement mieux que moi, hein. Il y en a ici qui ont fait de hautes études. Bon allez monsieur, dame, je vous souhaite une bonne soirée, prenez soin de la Terre où elle se vengera. À 78,89. C'est quoi ce bordel? Trop chelou. Nous y sommes, rue Malbranche. Y a personne dans cette rue. Encore moins de cochons, hein. Plutôt chic la rue quand même. Tiens par exemple cet immeuble il est carrément classe, aucun risque de trouver Comment Passant là-dedans. Hein. C'est de la belle architecture tout ça. Il y a des ornements, bas-reliefs, des carcouilles. Tiens, une tête de cochon. J'ai jamais remarqué cette sculpture dans la rue. Ça peut pas être une coïncidence, une tête de cochon. Ah, il y a un digicode. Un code. Ah bien sûr. Ce qu'a dit le type bizarre dans le métro. A7889. Ça marche. Alors, voyons les noms sur les boîtes aux lettres. Je vois rien qui correspond, pas même à un CEP. Ah, Monsieur Zhu. Zhu. Attends, comment ça s'écrit? Je veux dire, je voudrais voir le caractère chinois. Attends. Ah, ça y est. Zhu. C'est le caractère du cochon. Je sais pas dans quoi je me suis embarqué, mais je touche au but. Monsieur Zhu, appartement 14. Si vous voulez mon avis, ces numéros d'appartement ont l'air bidon. Bon, c'est au premier, a priori, j'y vais à pied. Bonjour, je cherche Monsieur Zhu. Ah, il est parti.
Bah, je cherche comme en passant, un Clodo m'a dit de venir ici. 一个流浪汉， Oui, un type bizarre dans la 他 rue. 秃头吗？ Oui, je suis pas sûr, vous le 哎 connaissez? 呀，为什么你来吧？ Ah oui, pardon de déranger, hein, je cherche comme en passant. Dernier épisode devrait être sorti et y a rien, regardez mon flux. J'ai bien les épisodes de 24 FPS, Papa à quoi tu joues, Troisième espace, Diagonale du vide, Cornelius Enzira, Je moi non plus, mais regardez, comme en passant, dernier épisode, voilà, septembre 2018, puis y a plus rien depuis, hein, c'est pas normal. 啊，不是，你叫什么名字？ Pardon? 你叫什么？ Ah oui, je m'appelle... Ah pardon, c'est ma mère. Oui, maman, désolé, je peux pas te parler maintenant, je suis dans un immeuble rue Malbranche. Oui, le philosophe Malbranche. Oui, celui-là même qui dit qu'on vit dans une substance dans Dieu, tout ça. Bon, bref, maman, je peux pas trop te parler, je dois te laisser. Ah, attends, monsieur Jou. Ah oui, merci, bonne soirée à vous aussi. Ah tiens, il y a un papier par terre, qu'est-ce que c'est? C'est chinois. Appartement numéro 109, Sonnette, Chaumet. Ah, ce serait au 7ème, je prends l'ascenseur. Bonjour, y'a quelqu'un? Je viens voir où en est l'épisode de Comment passant là. Ah, j'ai rarement vu autant de poussière, hein. Il y a des toiles d'araignée gigantesques. Ça sent la désertion, là. Pur et simple. Regardez-moi ça, il y a des centaines et des centaines de livres empilés jusqu'au plafond. Ça déborde des étagères, hein. Cet ouvrage par exemple. Édition du Necronomicon. Il doit y avoir tout Platon là-dedans. Même des textes en grec. Bon, il n'y a personne en tout cas, hein. Pas de plantes dépéries, pas de chat crevé, c'est déjà une bonne nouvelle. Bon, il y a une chemise en papier sur le lit. À faire. Épisode de septembre, épisode d'octobre, épisode de novembre, pot de départ. Et sur cette étagère là, c'est un vrai bazar, hein, sans nom, hein, y a des notes. Tiens, bonnes idées pour relancer l'audience du podcast. Inviter Michel Autier, c'est qui celui-là? Confondre philo et développement personnel. Vendre les philosophes comme des doctrines pour devenir heureux. Des punchlines et des citations de motivation du genre « Grâce à Nietzsche, positiver en toute situation », soyez des surhommes, plus fort que le nihilisme. Parler de Star Wars, du Seigneur des Anneaux, comparer Dark Vador à Dante, Yoda à Platon, ne plus inviter Antonin. Bon. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Épisode de septembre, du contrat social. Résumer la notion de contractualisme. Oh dis donc, j'avais pas vu. Au mur là, il y a un poster de l'équipe de Jogging Bonito. Ça doit valoir des millions, je crois bien que c'est dédicacé. Oh, qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être le prendre. Bon, revenons-en au contractualisme, là. Résumer le contractualisme, le contrat social, bah c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'il y a sur Wikipédia? Bon, je vais commencer comme ça. Hein. C'est-à-dire, grâce à Wikipédia, par poser simplement une définition du contractualisme et présenter les 3 grandes théories du contrat social, sans avoir accès au texte. Puis dans une autre partie, eh bien, comme je vois que j'ai plein d'ouvrages autour de moi, je vais aller piocher dans les textes, et puis on verra si je peux faire mieux que Wikipédia. Alors le contractualisme, aussi appelé théorie du contrat, est un courant moderne de philosophie politique. Là, ici, on comprend courant moderne, qu'on ne va pas trouver cette théorie chez Platon, chez Aristote et chez d'autres philosophes avant Hobbes, Locke et Rousseau, qui ont pourtant parlé de politique. Qui pense donc cette théorie? Elle pense l'origine de la société et de l'État. On note ici qu'on ne définit rien, on ne définit pas bien sûr ce que c'est que la philosophie politique. On ne sait pas exactement ce que c'est que la société, et on ne sait pas exactement ce qu'est l'État avec un grand E,
parce que on peut d'ores et déjà avoir ça dans un coin de la tête. Qu'est-ce que l'État par rapport à un pays? Qu'est-ce qu'une nation par rapport à un pays? Donc elle pense, cette théorie du contractualisme, l'origine de la société et de l'État comme un contrat originaire entre les hommes. Un contrat originaire entre les hommes. Ça ne veut pas dire entre les hommes et quelque chose d'autre, par lequel ceux-ci acceptent une limitation de leur liberté en échange de lois garantissant la perpétuation du corps social. Donc, l'homme, pour accéder à la société, là on ne dit pas pourquoi il le fait, on dit ce qu'il abandonne. Il abandonne une partie de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? Limiter sa liberté, on verra ça plus tard, en tout cas en échange de lois, garantissant la perpétuation du corps social. Ça, c'est une sorte de moyen. On se doute qu'il y a un but. Pourquoi perpétuer le corps social? Ça va être l'objet des théories de Hobbes, Locke et Rousseau dont on va parler tout à l'heure. Le contrat social présuppose un état de nature. Si on pense l'homme dans le corps social, en société, on peut aussi penser l'homme sans ce corps social. Qu'est-ce que l'homme en dehors de la société? Eh bien, il y a un homme à l'état de nature. Donc, le contrat social présuppose cet état de nature avec lequel il rompt, avec lequel l'homme rompt, état préexistant à toute société organisée. Le terme préexistant, là, peut poser question, mais Wikipédia se rattrape illico en disant « cet état de nature ne correspond nullement à une réalité historique ». Donc cet état de nature ne préexiste pas réellement. C'est pas un état avant l'état avec un grand E, c'est pas l'état de nature avant la société, c'est comme l'homme à l'état de nature, c'est-à-dire l'homme sans la société, hors de la société. On peut imaginer que c'est une abstraction. Est-ce que Wikipédia va utiliser le mot d'abstraction? Je ne sais pas. Cet état de nature ne correspond nullement à une réalité historique qui aurait précédé l'instauration des lois, mais à l'état théorique, bon, il dit l'état théorique et hypothétique de l'humanité soustraite à toute loi. Hypothétique au sens, pour moi, c'est plus un état abstrait, oui. La théorie du contrat social, en rompant avec le naturalisme politique des philosophes classiques, platoniciens et aristotéliciens, introduit la notion d'égalité politique, formelle et matérielle à partir de l'époque moderne. Bon, ça c'est un énorme raccourci, on se doute que ça pose des tas de questions. Déjà, qu'est-ce que c'est que le naturalisme politique? Est-ce que ça veut dire que l'homme est d'emblée naturellement un animal politique? Aristote, l'homme est un animal politique. On se souvient pourtant, en tout cas chez Platon, que ça c'est Protagoras, dans le dialogue du Protagoras. Je crois me souvenir que Comment Passant avait fait un épisode sur le Protagoras, enfin en tout cas sur ce mythe, pour le coup c'est un mythe, du Protagoras, de Prométhée, dans lequel on apprend que l'homme à sa création n'est pas pourvu justement de la science politique et que c'est un problème. Alors c'est au début de sa création, mais il y a une raison pour laquelle l'homme va naître avec cette science politique. Voilà, je vous invite à réécouter ce qu'on avait dit donc en passant sur Prométhée. Cette théorie est à l'origine d'une grande partie des idées de la Révolution française. Donc on peut s'imaginer qu'en tant que Français, cette théorie du contrat social, on devrait tous la connaître. En tout cas, ce serait dans notre héritage, dans notre patrimoine, inspiré par le contrat social de Jean-Jacques Rousseau. On va l'appeler Gigi par commodité. La théorie du contrat social s'est opposée à la société d'ordre et aux corporations d'Ancien Régime, héritières des communautés de métiers du Moyen-Âge. Parce que si l'homme passe on peut imaginer, c'est pareil, ce sont des raccourcis, alors ça met des liens sur société d'ordre et corporation d'Ancien Régime. Peut-être qu'il y a des gens qui ont oublié ce que c'était que l'Ancien Régime, qu'est-ce que c'est que les corporations, les communautés de métiers, les ordres.
On peut imaginer effectivement que quand on parle d'un contrat passé entre les hommes, c'est qu'il y a une espèce d'égalité. C'est tous les hommes qui passent ce contrat. Peut-être avec lui-même. Donc, il y a 3 grandes théories du contrat social. Il y a Hobbes, Locke et Rousseau. On va commencer par celle de... Donc là, on va commencer par celle de Hobbes, c'est la première. Après, on va parler de Locke, et après, on va parler de Gigi. On ne fait là que lire et discutailler autour de ce que nous dit Wikipédia sans accès au texte. Non pas pour se satisfaire de ça, mais comme point de départ, pour vous comme pour moi, si éventuellement toutes ces théories ne sont pas fraîches en votre mémoire. Le contrat social selon Hobbes. Alors, Hobbes, c'est Thomas Hobbes. Donc là, on est au XVIIe siècle et on est en Angleterre. Je ne sais pas si on est à Londres ou que ce soit en Angleterre. La conception hobbésienne. Vous allez voir, les adjectifs français de ce genre de philosophe ne sont pas très beaux. Hobbésienne, ça fait un peu obèse. La conception hobbésienne du contrat social, présentée dans le Léviathan. On n'a jamais parlé du Léviathan donc en passant. On a parlé de Moby Dick. Il y a des racines communes. Le Léviathan, c'est l'État. S'inscrit dans une logique sécuritaire. Bien sûr, il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent la célèbre phrase de Hobbes, « L'homme est un loup pour l'homme ». Alors il y a une phrase qui est plus importante peut-être, qui est citée par Wikipédia. « L'état de nature est défini comme une, ouvrez les guillemets, guerre de tous contre tous, fermez les guillemets, dans lequel chacun, guidé par son instinct de conservation, cherche à préserver sa vie. L'homme, à l'état de nature, est en guerre contre lui-même, et son instinct, c'est de préserver sa vie. C'est ce qui lui importe certainement le plus, de rester en vie. Le contrat social intervient donc pour assurer la sécurité, c'est-à-dire, au fond, la vie de chacun, en aliénant les libertés individuelles des uns sur les autres. La formule est peut-être un peu maladroite. Qu'est-ce que c'est que des libertés sur quelqu'un ? En tout cas, on comprend que l'homme, à état de nature, est individuellement libre de faire ce qu'il veut, mais que cette liberté individuelle, c'est apparemment plutôt la liberté d'aller taper le voisin, et de faire la guerre à son prochain, enfin à son frère, quoi. Enfin, son frère d'espèce. Hein. L'État est donc là pour rompre avec l'état de nature. Ok, on comprend, même si c'est pas un état historique, on comprend que l'homme abandonne tout de son état de nature pour vivre en société, en restreignant les droits de chacun. C'est pas forcément très évident à comprendre, sans accès au texte, de savoir qu'est-ce que c'est que des droits qui sont restreints. Est-ce que c'est les droits qui naissent avec l'État, ou est-ce que c'est des droits qui sont antérieurs à l'État, qui seraient des droits naturels. Hobbes prévoit toutefois un droit de résistance aux abus de l'État, lorsque ce dernier met en péril la vie de ses sujets. La vie peut être invoquée comme principe supérieur à la valeur du contrat, car c'est pour sa sauvegarde que l'État a été instauré. Là, si on veut résumer grossièrement Hobbes, l'homme sans la société, là le mot n'est pas vraiment beaucoup prononcé, le mot de loi, l'homme sans les lois, l'homme sans la société, court à sa perte. En gros, l'homme ne peut pas se maintenir en tant qu'homme sans l'État. C'est grâce à l'État que l'homme vit. Ça ne veut pas dire que, oui, on peut toujours imaginer des hommes dans la nature hors État, il y en a quelques-uns qui vont s'en sortir, des groupes qui vont se former, mais c'est pas l'État. C'est pas tous les hommes ne vont pas pouvoir vivre comme ça. On a besoin de la sécurité, donc on a besoin de l'État. Sous-entendu, donc l'homme passe une sorte de contrat avec lui-même pour vivre en société, et donc abandonner certains droits, restreindre ses droits, restreindre sa liberté, mais au prix de ce sacrifice, il obtient la sécurité et donc le fait de préserver sa vie. Si on est hobbésien, je pense qu'on peut se poser des tonnes de... Enfin, lire l'actualité, lire l'histoire avec cet œil-là, ça doit être terrible. Le contrat social, ensuite, selon Locke. Donc Locke, en gros, c'est un tout petit peu plus tard.
Locke. Donc Locke, c'est John Locke. J'adore ce nom. John Locke, c'est classe. Par contre, c'est pas très classe adjectif en français. On dit lockéen. C'est pas très beau. Donc qu'est-ce qu'il nous dit John Locke. Locke, je me demande si c'est pas dans la série comment ça s'appelait là avec les autres. L'île. Non, c'est pas l'île. Le truc où il se crache en avion, là, j'ai oublié. Locke formule sa théorie du contrat social dans le second traité du gouvernement civil, en 1690. Le Léviathan, c'était en 1651. D'après une logique libérale. Voilà, nous, le libéralisme, on l'entend aujourd'hui, Macron est libéral, c'est ce parti politique produit des lois libérales. Bon, le libéralisme politique et le libéralisme économique, c'est pas tout à fait pareil. En tout cas, on peut se poser des questions, avoir ça en tête. C'est pas très clair, libéral. L'état de nature est caractérisé, donc il y a un état de nature, avant l'état de droit, l'état de société, l'état avec un grand E. L'état de nature est caractérisé selon lui par les droits naturels, que sont la liberté individuelle et la propriété privée, chacun voulant préserver sa liberté et ses biens. Donc ça veut dire que même sans les lois, il y a du droit. Hein. Même sans le droit social, il y a du droit. Ce droit est naturel. C'est compliqué de maintenir de défendre ça, parce que justement, ce sont les lois qui sont les lois. Il n'y a pas dire qu'il y a des lois en dehors de la société, c'est compliqué. Bon, on poursuit, parce que Locke, c'est pas n'importe qui non plus, donc je ne dis pas ça pour dire que je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas être d'accord, là il va s'agir de comprendre et d'aller un petit peu plus loin que la définition de Wikipédia par la suite. Le contrat social intervient pour garantir ses droits naturels. C'est un peu bizarre formulé comme ça, donc on verra plus tard si on reparle de Locke, en tout cas. Il y a des droits naturels, mais ils ne sont pas garantis à l'état de nature. Ce sont des droits, on a le droit d'eux, mais on ne peut pas en fait. Donc le contrat social intervient pour sauvegarder ces droits naturels, qui sont, je le répète, la liberté individuelle et la propriété privée. L'État est donc instauré pour garantir l'état de nature, entre parenthèses, caractérisé par la jouissance par tous de leurs droits naturels, en lui donnant une sanction légale. Locke prévoit un droit de résistance aux abus de l'État lorsqu'il met en péril la liberté et la propriété qu'il doit sauvegarder. Comme la vie chez Hobbes, la liberté et la propriété peuvent ici être invoquées contre l'État, car le contrat social vise justement à les sauvegarder. Moi je retiens, je sais pas ce que avait en tête comme en passant en voulant parler du contrat social, mais je retiens que il y a une sorte de... à chaque fois en tout cas chez Hobbes comme chez Locke, tel que Wikipédia nous l'éduque, il y a une sorte de droit, quand même, une sorte de droit naturel. L'homme est en droit de résister à l'État s'il y a un abus. Hein. Donc on peut considérer que, déjà on peut comprendre, avoir ça en coin de sa tête, que dans les deux cas, que ce soit pour défendre sa sécurité, sa vie, ou sa liberté et ses biens, ses propriétés, on ne peut pas transmettre, passer le contrat avec n'importe qui. Cette société-là, cet État-là, ça ne peut pas être en gros un État complètement arbitraire, une dictature effroyable, une monarchie horrible et injuste. Voilà, à partir du moment où l'État organiserait la mort de ses citoyens, ou la privation de ses libertés, l'appropriation de ses biens, l'homme serait en droit de se révolter, quoi, en gros de reprendre les rênes. On retrouve chez Locke, je poursuis ce que nous dit Wikipédia, l'abandon de la volonté de tous à un certain nombre d'instances, hein, c'est bien dit instances et non pas des individus. La volonté de tous à un certain nombre d'instances chargées d'organiser la vie publique.
deux petits points. Alors, il y a l'exécutif qui comprend également le pouvoir judiciaire, il y a le législatif et le fédératif, entre parenthèses, qui correspondrait aujourd'hui aux affaires extérieures. Le contrat lockéen est établi pour diminuer les conflits et non pour établir la paix comme dans le contrat social de Hobbes. C'est une phrase un petit peu ambiguë, mais bon, on comprend ce qu'elle veut dire. Ensuite, on va arriver à Digi, le contrat social chez Rousseau. Donc, Jean-Jacques, la conception que Rousseau se fait de l'état de nature est complexe. Complexe s'oppose à simple, normalement. Simple ne s'oppose pas à compliqué, mais à complexe. Pourquoi c'est complexe ? Alors je continue de lire l'article Wikipédia. L'homme est naturellement ni bon ni mauvais, mais rapidement la société le corrompt. Donc là pour l'instant on ne dit pas pourquoi il y a un passage de l'état de nature au contrat social, à la société. Jusqu'à ce que chacun agisse bientôt égoïstement en vue de son intérêt privé. Donc on comprend que même en société, c'est vite le bordel et que voilà. Le contrat social tel qu'il est théorisé dans du contrat social, là je vois l'ouvrage que Comment Passant m'a laissé à côté là sur la petite table. Donc ça, là on est en 1762, donc on est un siècle après Locke, Hobbes et un peu presque aussi de Locke, quelques décennies plus tard. Donc le contrat social a pour but là de rendre le peuple souverain. Là ça doit nous parler. Et de l'engager à abandonner son intérêt personnel pour suivre l'intérêt général. L'État, avec un grand E, est donc créé pour rompre avec l'état de nature en chargeant la communauté des humains de son propre bien-être. Le contrat social rousseauiste est davantage proche du contrat hobbésien en ce qu'il vise lui aussi à rompre avec l'état de nature. Entre parenthèses, Wikipédia se sent à l'aise pour rappeler que le contrat lockéen visant lui à le garantir par un cadre légal. C'est pas si... c'est clair dans un premier temps, c'est pas si clair je trouve dans un deuxième temps de ces distinctions, mais bon. On n'a pas accès au texte, là je le rappelle. Mais, à la différence de Hobbes comme de Locke, le contrat social rousseauiste ne charge pas un tiers de la sauvegarde de la vie ou de la liberté et de la propriété de chacun, mais charge les citoyens eux-mêmes de cette sauvegarde par le principe de la volonté générale. Là, c'est absolument pas clair, ça remet presque en cause qu'on pourrait comprendre des deux premières théories. En tout cas, on se dit, ah, alors donc, chez Hobbes et chez Locke, le citoyen abandonnait son état de nature au profit donc d'un bénéfice en chargeant d'autres personnes que lui-même. L'homme qui charge un groupe, une partie de l'homme. Peut-être qu'il faut avoir ça en tête dans un coin et se dire que peut-être qu'il faut comprendre ça sous une forme d'abstraction et comprendre surtout ce que... on va peut-être s'attarder sur ce que Rousseau dit. Donc, ce sont les citoyens qui se chargent eux-mêmes de la sauvegarde de de la sécurité, de la liberté, de la propriété. Alors, par le principe de la volonté générale. On va revoir plus tard ce que ça peut vouloir dire. Le contrat rousseauiste est un pacte d'essence démocrate, dans lequel le contrat social n'institue pas un quelconque monarque, mais investit le peuple de sa propre souveraineté. Bon, maintenant, je fais quoi, moi j'avais pas vu ce post-it. Qu'est-ce que ça marque ? Se fier à son intuition. Bon, c'est peut-être grossier un peu, mais quand j'entends que l'homme passe un contrat avec lui-même pour mettre un terme à l'état de nature, je vois qu'il cherche à vivre de façon rationnelle, en fait. Je dis bien que c'est peut-être un peu grossier, hein, mais je veux dire par là que l'homme impose sa raison au réel, quoi. L'état de nature, c'est un peu le réel. Et c'est l'état sans raison. La société, c'est l'état de la raison. De l'homme qui fait usage de sa raison. Derrière la loi, si c'est pas accepté, admise, adopté, c'est la raison qui gouverne au réel. Il y a des mesures aussi.
hein, je sais pas si je suis très clair, mais l'état de nature, l'homme vit dans une démesure, hein, en ôtant la vie de son voisin, en tuant des gens, en volant les biens d'un autre, en essayant d'être plus libre que les autres, d'avoir du pouvoir, des esclaves, plein de femmes, plein de voitures. Il n'y a pas de voiture à l'état de nature, peut-être. Bon, on peut se dire, avec en tête cette idée, de mesures à dompter, de mesures à trouver, par quels moyens l'homme va réussir à inculquer cette idée à tout le monde, hein. Et j'imagine que je parle de cette idée, c'est-à-dire de cette mesure, hein. Va falloir de bonne volonté, hein. J'imagine que c'est par le biais de l'éducation républicaine, hein. Bon, je vais peut-être un peu vite là, mais avec cette idée que l'homme passe un contrat ou que c'est lui l'auteur du contrat social, on a l'impression que l'homme, animal rationnel, détermine son existence et même son humanité, son être, alors que moi j'ai plutôt l'impression que c'est l'état social qui produit ça, quoi, qui détermine sa conscience de l'humanité. J'ai du mal avec cette idée de temporalité dans le contrat social et je crois que je m'embrouille un peu. En plus, j'ai du mal à me défaire de l'idée que l'homme veut sans cesse dominer et que l'État n'est rien d'autre qu'une machine de domination. J'essaie de réprimer cette idée parce que j'ai peur qu'elle m'empêche de bien comprendre ce que dit Rousseau, hein. Je rouvre le Léviathan là, et ce qui me frappe, c'est l'utilisation de Hobbes, par Hobbes, du champ lexical de la fiction, du drama, du théâtre. Là, je suis chapitre 16, il parle d'auteur et d'acteur, hein, comme si le peuple était auteur d'une pièce de théâtre, et que le souverain, en fait, est un simple acteur. Je vous invite à lire ça, hein. C'est le peuple qui s'assujettit au souverain, au pouvoir, quoi, dont il est lui-même l'auteur, qu'il a institué. J'ai pas le temps de creuser la notion de sujet, d'ailleurs, mais assujetti, sujet, hein. Sujet, le sujet d'un souverain, à mon avis, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Je sais pas ce qu'aurait dit comme en passant. Bon, sujet au sens philosophique, sens politique, sens dramaturgique, je pense qu'il y a des trucs à dire. Bon. Comme chez Gigi, Hobbes parle du criminel, hein. Mais chapitre 18, là, celui qui enfreint la loi est, je cite, l'auteur de sa propre peine. Bah oui, parce que abstraitement, dans l'abstraction, il est l'auteur de la République. Il est l'auteur du contrat social, et donc il consent, ce criminel, à tout ce que ça implique. Il a écrit tout, y compris le code pénal. Il n'est pas en dehors de la société. Alors dans le contrat social, j'ai vu ça vite fait tout à l'heure, j'ai vu que il y avait une histoire du criminel qui, si tu commets un crime, tu sors toi-même du contrat, tu romps le contrat social, tu te mets en dehors de la société et tu deviens un ennemi de la société tout entière, hein. Je pense que ça justifierait presque la peine de mort. Avant, quand Wikipédia nous dit que Hobbes parle d'un droit de résistance, hein, vous voyez, c'est ça que ça veut dire, je pense. L'autorité politique ne peut pas être un tyran. C'est un pouvoir fondé par le peuple et pour le peuple. La politique ne peut être que républicaine. Et chapitre 22, là, un petit peu plus loin, il dit « Chacun est l'auteur des actes du souverain, parce que celui-ci est leur représentant. » Et d'ailleurs, représentation, ça sonne un peu aussi comme au théâtre, hein, une représentation théâtrale, il y aura peut-être des trucs à dire. Bon, dans ce même chapitre, il dit que le corps politique est une fiction, un artifice, un corps artificiel. Ça ne peut pas être un homme, c'est comme ça que je le vois, ça ne peut pas être un tyran. Le tyran n'est pas un homme politique. Ça ne peut être qu'une fonction politique, ce corps artificiel, ce corps politique. Une fonction au sens, enfin c'est comme ça que je brode, hein, moi-même, une fonction au sens où elle a été programmée, déterminée par le peuple en tant que peuple, quoi, communauté, collectif. Bon, maintenant, j'ai encore cette idée que le loup se cache dans la société et que l'État n'a pas tué les loups, hein, de l'état de nature, que la guerre de tous contre tous n'est pas terminée, hein, elle a juste changé, elle s'est adaptée. On peut d'ailleurs rebondir sur la notion de théâtre, hein, encore, hein, et dire que la société n'est en fait qu'un théâtre de guerre déguisé, quoi. On pourrait même se dire que c'est la société qui permet cette guerre, hein, qui fait naître la guerre. Ça, c'est pas chez Hobbes, hein, bien sûr, hein, mais dans Rousseau, il y a... Bon, j'ai pas eu le temps de tout lire, hein, vous m'excuserez, mais on dirait que
que on pourrait penser quelque chose comme ça après tout, parce que l'homme, à l'état de nature, vit isolé, hein. Il ne peut donc pas connaître la guerre, ça aurait pas de sens. La guerre, on pourrait dire, ça ne se fait qu'en très tard, hein. C'est en se civilisant que l'homme est devenu barbare. Moi, j'aime beaucoup ce genre d'idée. Bon, c'est un peu triste et déprimant, mais bon, il y a des trucs chez Nietzsche aussi sur le sujet, hein, sur la guerre comme point culminant, ou enfin chef-d'œuvre, je sais plus quel mot il emploie, hein, en quelque sorte, de la culture. La guerre comme... il met en garde, il dit mais qu'est-ce que vous voudriez croire que au bout de la civilisation il y a autre chose que la guerre, que ceux qui veulent à tout prix la paix, ils n'ont pas compris ce que c'était qu'une civilisation. Moi je trouve ça magnifique et je trouve ça bête de tomber dans les contresens ou dans le moralisme niaiseux. Bon, chez Hobbes, pour leur dire, hein, la guerre est l'état naturel et la paix c'est un état artificiel. On l'a vu là. Bon, c'est l'homme qui est l'auteur de sa paix, hein, une fois en société. Mais chez Rousseau, ça n'a plus de sens à mon avis, parce que la guerre naît de tout ce procédé mis en place pour quitter l'état de nature. Bon, pour ça, faut lire un texte écrit plus tôt par Rousseau, avant du contrat social, qui est le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Si vous arrivez à prononcer ce titre, sans bafouiller, sans vous interrompre, vous êtes doué, bravo. Bon, dans ce texte, il s'en prend directement à la manière de regarder l'homme de Hobbes. Hein. Il parle de Hobbes. Hein. Ici, on n'aura pas le temps, hein, mais je vous invite à lire ça. Mais c'est un texte magnifique. Rousseau, de toute façon, écrit de manière très très belle, je trouve. Et il a une belle formule. Hein, je ne vais pas vous la lire en entier, mais où il dit que Hobbes croit observer l'homme naturel, alors qu'en fait, il ne fait qu'observer ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire... Et là, je cite que le petit passage, un bourgeois de Londres ou de Paris, quoi. C'est-à-dire un homme déjà en société, un homme civilisé, socialisé. Un Rousseau est loin d'être naïf, là, avec son histoire de contrat social. Quand il dit que le contrat social devrait établir la force du droit, il voit bien que continue le rapport de force habituel, hein, l'oppression. Il écrit « Je vois des peuples infortunés gémissant sous un joug de fer ». Ça, c'est dans un petit texte, dans un tout petit texte, un fragment, quoi, qui s'appelle « L'état de guerre », enfin, qu'on appelle comme ça, qui fait partie des principes du droit de la guerre, dans un ouvrage qui s'intitule « Les institutions politiques ». Hein, c'est un projet qui date... on s'en fout, bon. Alors au début j'ai lu le petit propos de Wikipédia sur Rousseau qui parlait rapidement de volonté générale. Je vais vous lire un texte issu du contrat social et on en finira là parce que bon, il va falloir que je rentre chez moi à un moment, je vais pas crècher dans l'appartement de CEP, hein. Il y a trop de poussière. Bon alors là je suis dans le contrat social, livre 2 chapitre 6. Alors c'est dans un chapitre, ce chapitre 6 qui s'intitule « De la loi ». Et là, mine de rien, comme en passant on a parlé plusieurs fois dans ces épisodes, et il a parlé de Kafka, hein, la loi, l'allégorie de la loi, c'était beau ça. Alors on va lire Gigi. Merci à toi Gigi. Quand je dis que l'objet des lois est toujours général, j'entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu, ni une action particulière. Ainsi, la loi peut bien statuer qu'il y aura des privilèges, mais elle n'en peut donner nommément à personne. La loi peut faire plusieurs classes de citoyens, assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes, mais elle ne peut nommer telle et telle pour y être admis. Elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire, mais elle ne peut élire un roi, ni nommer une famille royale. En un mot, toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n'appartient point à la puissance législative. Sur cette idée, on voit à l'instant qu'il ne faut plus demander à qui il appartient de faire les lois, puisqu'elles sont des actes de la volonté générale, ni si le prince est au-dessus des lois, puisqu'il est membre de l'État, ni si la loi peut être injuste, puisque nul n'est injuste envers lui-même, ni comment on est libre et soumis aux lois, puisqu'elles ne sont que des registres de nos volontés. On voit encore que la loi, réunissant l'universalité de la volonté et celle de l'objet, ce qu'un homme, quel qu'il puisse être, ordonne de son chef n'est point une loi. Ce qu'ordonne même le souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi, mais un décret, ni un acte de souveraineté, mais de magistrature. J'appelle donc république tout État régi par les lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être, car alors seulement l'intérêt public gouverne, et la chose publique est quelque chose. Tout gouvernement légitime est républicain.
Bon bah je crois que je suis rousseauiste en partie. Hein. J'ai viré nihiliste et franchement pessimiste sur l'humanité, mais alors qu'est-ce que je dois faire maintenant Alors je vais regarder quand même. Ça fiche là. Alors. Attendez, épisode octobre du contrat social. Épisode de novembre. Pourquoi Proust? Il va falloir que je lise tout Proust. Comment je vais faire? Épisode de décembre. Pot de départ. Là, il y a rien de noté. Hein. Bon. Je suis supposé faire quoi maintenant là? Je veux dire comment on enregistre, qui s'occupe de publier l'épisode. Ah, Monsieur Zhu, 我可以，你要什么？ la clé de l'appartement. 是的， Merci. 不可惜。 Je reviens quand? 什么时候你想要？拜拜。 Ok, bye bye, 再见. Hein. Bon bah j'ai la clé, hein. Tous les documents sont là pour la prochaine fois. J'ai plusieurs post-it et notes sur Proust. Ah attends, je jette un œil sur le sujet d'octobre encore une fois. Ouais. Tiens. Qu'est-ce que c'est? On dirait une photo. Ah non, c'est plutôt un genre de montage. Il y a un cochon, un singe, un type chauve, à cheval, et un genre de poisson. Qu'est-ce que c'est fou là? Il y a un gars au milieu avec un peu de bide et des lunettes. Ah, je vais garder cette espèce de montage là. Bon, je vais pas lui piquer son affiche, mais au moins je vais prendre un selfie devant. Alors, parce que bon, il y a les gars de Jogging Bonito dessus quand même. Oh, c'est trop cool. Tiens, bah, c'est la guitare qu'on entend quand on passe. Attention, personne qui écoute. Bon, je vais faire n'importe quoi.